l'enregistrement est démarré. Donc, je vais vous passer l'exposé que j'ai préparé comme d'habitude. Donc, je vous souhaite une bonne vision et une bonne écoute de ce diaporama. Bonjour, j'aborde aujourd'hui ma dernière visioconférence en évoquant les questions les plus fondamentales qui soient, celles que nous nous posons tous sans pouvoir y répondre vraiment. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est notre destinée? Je ne vais pas transmettre des certitudes, mais des axes de réflexion à partir des informations données par les veilleurs. À la question « Qui sommes-nous ?» voici la réponse des veilleurs. Nous sommes tous, dans quelque partie de l'univers que ce soit, des êtres spirituels constitués d'un grain divin projeté dans un véhicule. Nous serions donc, selon les veilleurs, une parcelle de l'océan d'énergie primordiale communément appelé Dieu ou grand constructeur. Cette parcelle, en s'individualisant, acquerrait une conscience au travers des expériences dans la matière. Cette conscience se perpétuerait au fil des incarnations dans ce que les veilleurs nomment âme, personnalité, amenée un jour à s'unir de manière définitive à l'âme énergie au cours de ce que la tradition nomme noces alchimiques. Les veilleurs précisent que l'âme personnalité n'est pas immortelle et peut être réinitialisée si elle commet trop d'erreurs avant sa fusion avec l'âme énergie. Cette compréhension de ce que nous sommes dans notre réalité profonde et primordiale. Nous devons en faire une base de réflexion et de méditation, car ce thème représente la voie vers l'illumination. Celles et ceux qui l'atteindront se libéreront des contraintes de l'incarnation humaine. C'est pour cela que la tradition primordiale existe, nous disent les veilleurs, et doit être gardée dans sa forme adaptée aux mondes en évolution. Cette tradition est préservée au sein d'écoles traditionnelles qui détiennent une partie de la vérité. Chacune représente une voie vers la réalisation de l'être. Ainsi existe-t-il une voie rosicrucienne, une voie templière et une voie alchimique. Chaque religion a aussi préservé en son sein une voie secrète, ésotérique, que les partisans de ces religions sont invités à rechercher. Mais il existe aussi une voie profane, laïque, que nous pouvons suivre dans notre vie quotidienne, à condition de faire preuve de volonté et de détermination. La découverte de sa voie fait partie du chemin initiatique. La voie de réalisation personnelle correspond toujours avec ce que nous aimons le plus. Il appartient donc à chacun de découvrir au travers de l'expérimentation le chemin qui mène à l'éveil et à la réintégration. J'ai demandé aux veilleurs de nous parler des caractéristiques de cet état d'éveil. Voici leur réponse. Un tel état ne se définit pas, il s'éprouve. Les mots ne sauraient traduire la sortie de l'illusion et la fusion dans la lumière. Les termes de réaliser ou d'éveiller conviennent sans toutefois permettre de percevoir ce qui est d'ordre spirituel et parfois défini dans vos traditions mystiques comme des noces, car il y a réunion définitive
et fusion de ce qui se développa sous la forme d'une personnalité individualisée avec l'âme partie intégrante de la source. La connaissance de toute chose est alors acquise. L'être devient un avec le principe créateur. À un autre endroit, les veilleurs précisent « L'évolution doit vous amener à rejoindre des dimensions spirituelles où tout est information, où la forme n'a plus d'importance, où le temps n'existe pas. Afin de préserver la tradition primordiale depuis la nuit des temps, les veilleurs ont établi des structures secrètes rarement dévoilées. Il est pourtant rassurant de savoir que des sages œuvrent dans le cadre de la plus pure tradition pour le développement spirituel de l'humanité. Ils vivent en un lieu secret de notre planète et leur mission concerne le domaine de l'initiation, de la formation intérieure, de l'évolution et en dernière analyse de la réintégration. Ils forment un collège sacré qui couvre l'immensité du champ initiatique. Ils œuvrent afin que s'établisse entre les êtres humains la fraternité basée sur la tolérance, la compréhension et la participation de chacun aux activités de l'autre. Nul ne doit se sentir à l'écart ou en retrait, car nous sommes un sous des aspects multiples. Ce collège sacré, par les moyens qui lui sont propres, suggère aux hommes que le passé est un fondement et que seul l'avenir a de l'importance. L'ère nouvelle s'est installée et l'humanité est en route pour une nouvelle grande étape. L'homme doit apprendre à réagir de manière différente à celle qu'il avait coutume dans le passé et travailler pour rejoindre un espace de vie plus attrayant au sein des dimensions supérieures. Soutenus par le collège sacré, de nombreux ordres initiatiques se sont développés au cours des âges pour aider le chercheur à reconnaître et développer sa voie. À la fin du XIXe siècle, on assista à une volonté de regroupement des sociétés initiatiques sous la bannière de la Fudosie. Elle regroupait certaines sociétés secrètes comme l'ordre martiniste, la fraternité hermétique de Luxor, la société théosophique et l'ordre de la Rose-Croix. Malheureusement, les circonstances dramatiques de la Première Guerre mondiale reportèrent à 1934 la création de la Fudosie sous l'autorité de 3 impérateurs, Émile d'Antienne, Harvey Spencer Lewis et Victor Blanchard. Après l'entrée en guerre de la France en 1939, le régime de Vichy interdit les activités de la Fudosie, qui le reprendra après les hostilités pour les arrêter définitivement le 14 août 1951 à la suite de divergences entre les dirigeants. Chaque ordre initiatique reprit alors ses activités de manière indépendante, offrant aux chercheurs ses propres outils permettant d'atteindre l'illumination, but ultime de l'incarnation. Dans la voie rosicrucienne, il est dit que des pères Rosenkreuz reconnurent un itinéraire précis, propre à chacun d'eux, qui les conduisit à l'état de réaliser. 12 chemins allaient devenir les 12 voies de ce courant initiatique. Cela marquait un tournant dans l'évolution des outils offerts aux chercheurs. Cette voie n'est pas la seule, mais elle est certainement la plus connue. Elle conduit à l'état de Rose-Croix, qui diffère de l'état de maître cosmique, état auquel sont parvenus Kuthumi, Sanat Kumara et Mahamani, ainsi que d'autres au cours des âges. Vous vous demanderez certainement, quelle est la différence entre un maître cosmique et un Rose-Croix? Ce sont tous des êtres réalisés, mais ils ont décidé
de manifester leur réalisation sur des plans différents. Les Rose-Croix reportent la possibilité de passer sur des plans supérieurs pour se consacrer au service de la tradition rosicrucienne et aider celles et ceux qui empruntent cette voie. Certains se regroupent au sein d'une maison secrète et œuvrent ensemble depuis un même lieu. Le maître cosmique, de son côté, accepte de déposer le véhicule de sa dernière incarnation afin d'accéder à des plans supérieurs, comme le plan angélique par exemple, tout en gardant la possibilité de se créer un véhicule de manifestation sur notre plan. Son champ d'action est donc plus vaste et diffère de celui des Rose-Croix, même s'il existe un lien entre eux. Le maître Kuthumi, considéré comme le hiérophante de la voie rosicrucienne, fut longtemps chargé de la liaison entre le plan des Rose-Croix et celui des maîtres cosmiques. Dans peu de temps, une partie de l'humanité passera dans la fréquence de la 5e dimension pour construire un nouveau monde. Celui-ci se construira en collaboration avec les instances secrètes de notre monde, qui seront alors connues de tous. Dans ce monde, on parlera de conseils, de conclaves et d'assemblées. En aucun cas la conscience unifiée ne s'accommodera d'une structure pyramidale. Rien ne sera caché. Nous vivrons la fraternité et la solidarité et personne ne sera exclu. Puisse ce temps ne pas trop tarder. Avant de clore ce chapitre, je dirai quelques mots sur une autre structure évoquée dans mes ouvrages, le Haut Conseil. Je vous ai parlé de Saint-Yvre d'Alvestre lors du chapitre sur les cités intraterrestres. Saint-Yvre leva un point du voile sur l'Agartha tel que l'Agartha est le gouvernement occulte du monde, se présentait à l'époque où il écrivit son ouvrage et tel qu'à ce moment il était constitué et conduisait ses activités. Mais ce gouvernement occulte n'est plus en aucune façon ce qu'il était à l'époque de Saint-Yves. Il s'est adapté aux conditions du monde moderne dans une progression lente par un ajustement constant aux conditions nouvelles. Le Haut Conseil est constitué de 12 membres. Leur connaissance et leur extraordinaire vision et compréhension de l'avenir de ce monde les différencient des autres humains. Le Haut Conseil, c'est le point ultime qu'atteindra ce monde dans son évolution. Il en connaît les étapes. Son rôle est de veiller à ce que chaque étape soit accomplie en temps voulu et pressée ou retardée selon le cas. Mais c'est le plus souvent à presser que doit s'attacher le Haut Conseil. L'humanité est libre d'atteindre le terme d'une étape selon ses propres voies, et le nouveau point doit être atteint tel qu'il est établi, et c'est à cela que le Haut Conseil doit veiller. Le Haut Conseil, de par sa situation entre deux plans, le visible et l'invisible, utilise les possibilités offertes par la phase visible, mais il a aussi à sa disposition les pouvoirs que confère l'autre phase. L'œuvre du Haut Conseil s'inscrit donc en dehors de la politique du monde, dans le sens du bien et dans un contexte universel. En tant que premier maillon visible de l'ensemble hiérarchique cosmique, il est le maillon fondamental ayant mission de veiller au développement de l'humanité en tant que société organisée au cours des différents cycles prévus de toute éternité. Ces cycles sont au nombre de 12 et sont symbolisés par les constellations du zodiaque. À la fin d'un cycle, c'est le jugement collectif et individuel et le départ pour une nouvelle étape cyclique de 12. Dans
Urbatan, les veilleurs nous informent de la fin de cycle que nous vivons actuellement et du choix que les humains doivent effectuer. En fonction des choix qui sont faits maintenant, de l'acceptation ou non des changements de comportement de société, une des deux lignes s'imposera comme conséquence logique de la loi de cause à effet. Nous intervenons pour que la prise de conscience du plus grand nombre pèse sur la détermination de la ligne temporelle que votre monde empruntera. La ligne résultant des bons choix mène à un âge d'or qui verra une avancée prodigieuse de la société humaine et une élévation de la conscience permettant à la paix, la prospérité, la solidarité, l'entente entre les peuples de la terre et des autres mondes de régner enfin. Nul doute que les veilleurs interviennent sur notre plan par l'intermédiaire du Haut Conseil pour le choix de société à mettre en place et par l'intermédiaire du collège sacré pour les voies spirituelles à suivre. L'humanité doit apprendre à progresser. Elle aura toujours des problèmes à surmonter pour y parvenir. Ils sont pour elle l'aiguillon nécessaire, comme le sont, à un degré moindre, les problèmes personnels pour l'évolution individuelle. Il y a dans tout l'univers et à tous les échelons concordance parfaite. Le jour où l'individu comme l'humanité se conformeront aux lois universelles, tous les problèmes seront résolus et l'histoire de cette planète s'achèvera. L'erreur qui semble inhérente à la nature humaine et que commet collectivement l'humanité est de considérer que la vérité des uns doit primer sur celle des autres. Les conséquences de pareille erreur pourraient être dépassées par l'adhésion générale aux grands principes universels connus de tous et dont le principe est peut-être le respect de la pensée d'autrui. Le cycle que nous vivons est celui de la compétition sur le plan de l'économie mondiale. La compétition est un principe universel à condition que les règles fondées sur la justice et l'honnêteté soient respectées. Il faut, au nouveau cycle, un renversement de l'échelle des valeurs et cela implique avant tout une compréhension différente du bien social. Notre rôle en cette période de bouleversement est d'introduire ces valeurs dans notre vie quotidienne pour espérer rejoindre des lieux plus propices à l'épanouissement de nos espérances et à la création d'un nouveau monde. Voilà ce dernier exposé maintenant terminé. Nous allons passer aux questions. Je vous donnerai aussi quelques compléments d'information. Je vous remercie pour votre écoute et maintenant c'est moi qui vous écoute. Eh bien, voilà. Nous allons passer maintenant au niveau des questions et je vois que Caroline a levé la main, ce qui est très très bien. Écoute Caroline, tu ouvres ton micro et je te donne la parole. Oui, donc bonsoir à tous. Merci Claude pour cet exposé toujours très intéressant. Moi, il y a un truc qui me trouble. J'ai lu pas mal de livres de Dolores Cannon, je ne sais pas si tu connais, qui est une américaine qui est décédée maintenant, qui faisait de l'hypnose régressive et qui, au travers de ces hypnoses, a mis en lumière le fait que la Terre avait été ensemencée à une époque très 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 lointaine par des civilisations extraterrestres. Moi, j'ai un peu adhéré à cette thèse et j'arrive pas à voir comment ça fit avec. J'adhère aussi à la tienne, hein, c'est pas du tout ce que je ne mets pas du tout en cause, mais je vois pas comment ça fit. Autrement dit, il n'y a pas que l'humanité en cause, on est tous en cause, il y a des civilisations extraterrestres aussi qui sont en cause. Donc, elles aussi, elles sont en train de changer de dimension, ou elles sont déjà apparemment dans d'autres dimensions plus élevées. Est-ce que tu as
Oui, Moi, alors, je vois pas comment ça fit, je, je vois pas comment ça fit ensemble. je vais te répondre, Caroline. Alors, déjà, je te dirais que ce n'est pas du tout ma thèse. C'est ce que nous ont révélé les veilleurs lorsque nous avons échangé Oui. avec eux. Et d'autre part, ce qu'ils disent n'est pas du tout en antagonisme avec ce qui est dit par ailleurs, y compris par la dame que tu cites. Oui, j'ai dû lire quelques articles sur elle. Disons que selon les veilleurs, selon les Pléiadiens aussi, ils disent strictement la même chose, et je pense que cette dame disait aussi la même chose, c'est que le véhicule que nous nous occupons a été fabriqué à partir d'apports génétiques partiels dans des laboratoires de l'espace. C'est-à-dire que c'est au sein de laboratoires de l'espace, pas sur la planète Terre, mais sur d'autres planètes, que le véhicule a été conçu. Là, les Pléiadiens exposent dans leurs 15 ouvrages, en long et en large, la manière dont ce véhicule a été fabriqué. Ils parlent même des... Alors eux, ils parlent de 7 apports génétiques, alors que les veilleurs parlent de 8. Alors, je suppose que cette différence tient au fait que les veilleurs n'ont pas pu faire d'apport génétique, puisque eux disent qu'ils n'ont pas de véhicule biologique, puisqu'ils ont dépassé le temps et l'espace. Bon, ils ont recréé des véhicules, j'en parlerai tout à l'heure, enfin j'en reparlerai, on en a déjà parlé, mais donc je pense qu'ils sont 8 à avoir participé à la conception du véhicule, mais avec 7 apports génétiques partiels. Et dans leurs ouvrages, les Pléiadiens détaillent en particulier quelles sont les caractéristiques apportées par les uns et les autres. Alors, je dis ça de mémoire, j'ai pas tout en tête, j'ai pas tout en mémoire, mais les Pléiadiens, par exemple, dans la construction du véhicule, ont apporté le plexus solaire. Les reptiliens, qui ont participé aussi à la construction du véhicule par rapport partiel de leur patrimoine génétique, c'est le cervelet. Les dragons, eux, ont participé à cette énergie que nous connaissons tous, je pense, qui est cette énergie levée au bas de la colonne vertébrale et que l'on appelle la Kundalini. C'est une énergie qui est levée dans le sacrum. Et quand on réveille la Kundalini, cette énergie héritage de nos frères dragons remonte le long de la colonne vertébrale et éveille sur son passage les centres psychiques. Donc il participe aussi à l'éveil de l'homme et à sa réintégration, à son illumination, comme le parle l'éveilleur. Donc je ne vois pas, moi, d'antagonisme avec ce qui est dit par différentes personnes sur cette construction par rapport génétique partiel qui vient bien sûr en opposition avec la théorie darwinienne. Bon, nos scientifiques, eux, pensent que d'autres véhicules découlent d'une évolution au cours du temps, en partant de l'amibe au fond de la mer, et puis le poisson, et puis etc., etc., etc. Or, un certain nombre d'informations qui nous viennent d'ailleurs semblent dire non, l'homme ne vient ni du singe ni d'une amibe, le véhicule a été fabriqué à partir d'apports génétiques partiels, mais tout en sachant, les Pléiadiens l'expliquent bien, que le véhicule aujourd'hui est un véhicule qui est complètement dégradé, parce que quand le véhicule a été fabriqué à l'origine, il avait toutes les aptitudes qu'ont les véhicules de 5e dimension. C'est-à-dire que ce véhicule, d'une part, avait un cerveau qui fonctionnait à 100% et non pas à 10%, ce qui est notre cas aujourd'hui. Il y avait un ADN qui fonctionnait aussi à 100%, alors qu'aujourd'hui notre ADN fonctionne de l'ordre de 10 à 15%, je crois. Donc nous avons aujourd'hui un véhicule qui est dégradé. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est ce véhicule-ci que les extraterrestres, que nos frères de l'espace ont construit. C'était un véhicule qui était beaucoup plus lumineux, beaucoup plus grand. D'ailleurs, les descriptions qui sont faites du véhicule initial, il mesurait 4 à 5 mètres de haut, il était excessivement lumineux, et ce n'est que progressivement avec le temps et les âges, et puis la décadence qui s'est produite par le mauvais usage, on le sait,
du libre arbitre que les humains ont déchu de la 5e à la 4e, puis à la 3e dimension. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, tu vas nous le dire, Caroline. Est-ce que mes réponses te satisfont? En partie, mais on va pas passer toute la soirée là-dessus. Alors ça, c'était effectivement pour l'origine. Après, pour le futur, est-ce qu'on va les rejoindre dans la 5e ou la 6e ou la 7e dimension? On ne sait pas en fait. Peut-être. Ces extraterrestres qui sont beaucoup plus évolués que nous apparemment. Oui, alors, il est dit qu'on ne va pas passer directement de notre 3e dimension dans une 6e, 7e, ni même une 5e dimension. D'après les informations, il est nécessaire de passer un certain temps d'abord dans la 4e. Mais selon un certain nombre d'informations, et en particulier les Pléiadiens dans leurs ouvrages, ils disent comme vous avez déjà vécu en 4e, puisque vous originez de la 5e, vous avez vécu dans la 4e, vous ne resterez pas très longtemps dans la 4e. Il y en a peut-être certains quand même qui resteront, mais ceux qui le souhaiteront s'élèveront très rapidement et passeront de la 4e à la 5e. Mais il semblerait qu'il soit nécessaire, d'une part, de passer par ce que l'on appelle un plan intermédiaire qui est appelé le plan neutre, avant de passer dans la 4e et ensuite dans la 5e. Donc l'évolution, de toute façon, va se faire de manière lente et progressive. Alors, si j'ai bonne mémoire, les Pléiadiens nous disent un certain nombre ne resteront qu'environ 10 années de votre temps dans la 4e, pas plus. 10 années dans la 4e, avant de s'élever dans la 5e, mais certains resteront quand même dans la 4e. C'est ce qu'ils disent, hein. Je ne dis pas que... Moi, je n'en sais rien, hein. Je n'ai pas... Je suis incapable de faire des prédictions, je suis capable de faire des synthèses de ce que disent les gens, mais je ne suis pas capable de prédire le futur, donc je ne fais que rapporter un certain nombre de choses. Bon, mais je procède quand même avec une certaine démarche scientifique. Vous savez qu'à la base, je suis quand même beaucoup plus scientifique qu'ésotérique. Je suis un ingénieur, ensuite j'ai beaucoup travaillé la physique quantique, l'astrophysique, et donc j'ai quand même en moi une certaine vision très cartésienne des choses. Et donc, je ne dis que ça, ce ne sont que des hypothèses, et quand j'avance ces hypothèses-là, c'est surtout par recoupement. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a quand même plusieurs sources différentes qui donnent à peu près les mêmes informations, je dis, bon, il y a peut-être une certaine probabilité pour que ça puisse se passer de cette manière-là. Mais je dis aussi, par exemple, que les Pléiadiens sont horriblement compliqués, alors que je trouve les veilleurs excessivement simples dans leurs principes. Les Pléiadiens, ils nous expliquent que nous sommes en même temps âme, esprit et corps, ce qui est d'ailleurs la notion de la Trinité, hein, au niveau de la religion catholique, alors que je trouve que les explications des veilleurs est beaucoup plus simple, puisque eux disent âme, énergie, source et esprit, c'est strictement la même chose. Alors ça simplifie quand même beaucoup les choses, je trouve. Voilà. Merci Claude. Merci à toi Caroline pour ta question. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas de lever la main. Alors je vois que nous sommes 21 participants. Je ne sais pas si Calista Bellini fait partie, si elle est arrivée, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle arriverait, qu'elle nous rejoindrait certainement en cours de soirée. Si Calista est arrivée, si elle m'entend, donc qu'elle lève la main pour au moins se présenter. Alors, il y a Marielle qui a levé la main. Marielle, je te donne la parole. Oui, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver également pour cette dernière, conférence. Moi, j'avais entendu ou lu qu'on serait automatiquement amené à passer de la 3e à la 5e parce que la grille magnétique autour de la Terre, qui elle-même, la Terre, est en train d'évoluer, elle est en train de se disloquer naturellement, ce qui fait qu'on est tous sollicités à vraiment se préparer à vibrer haut et à vraiment être dans la même évolution que la Terre est elle-même en train de vivre. Puisqu'immanquablement avant, on était déjà dans la 5e dimension
et il y a eu une ceinture qui a protégé, qui a enclavé la Terre autour de cette troisième dimension pour nous bloquer sur notre évolution. Donc je ne sais pas si Claude, vous avez eu connaissance également de ces informations. Les informations que j'ai, je viens de les dire à Caroline, c'est que nous passerons un temps peut-être relativement court dans la quatrième. On ne peut pas passer directement dans la cinquième, mais ce ne sont que des hypothèses. Je crois que la meilleure chose, ce sera de l'expérimenter, et nous le saurons quand nous l'aurons expérimenté. Donc, mais certaines personnes disent, certaines sources, je dirais, extraterrestres, semblent dire qu'il faut d'abord passer par l'intermédiaire du plan neutre, passer en quatrième et passer en cinquième, qu'on ne peut pas passer directement en cinquième. Mais j'avoue que je n'en sais rien. Je suis désolé, Marielle, de ne pas pouvoir t'apporter plus d'informations à ce sujet-là. Mais bon, soyons patients, attendons, et puis on l'expérimentera bien. Moi, je l'espère et je vous le souhaite, et je le souhaite à tous les participants de ce soir. Oui. Merci infiniment. Merci, Marielle. Alors, Michel Rousselot a levé la main. Michel, tu as la parole. Michel, ouvre ton micro. Michel, tu m'entends? C'est bon là? Oui, c'est bon, voilà, on t'entend. Alors oui, j'hésite à poser cette question parce que j'ai peur de passer pour un idiot, mais non. Pour moi la troisième dimension... N'aie pas peur. Ouais, bon. C'est pour les dimensions, parce que bon, la troisième dimension c'est longueur, largeur, hauteur. C'est pour ça qu'on dit la troisième dimension. Oui. La quatrième, d'après Einstein, c'est le temps, mais la cinquième, c'est quoi? Non, alors là, c'est pas... Oui, il faut faire attention quand on parle de dimension, etc. Là, moi, je préférerais que nous parlions, plutôt que de dimension, de parler de fréquence vibratoire. C'est-à-dire que on sait que certaines matières peuvent vibrer à des fréquences vibratoires différentes. Qu'est-ce que la fréquence vibratoire d'une matière? C'est le nombre de rotations qu'effectue l'électron autour du noyau. C'est ça la fréquence vibratoire. L'électron a une certaine vitesse et en une seconde, il parcourt X fois autour du noyau. Donc, et c'est ce nombre de rotations qui est ce que l'on appelle la fréquence vibratoire. D'accord? Il est possible que certains électrons aillent plus vite. S'il va plus vite, la fréquence vibratoire, dans ces cas-là, est différente. Donc, on a des fréquences vibratoires différentes. Et on a des matières dont les électrons tournent beaucoup plus vite. Donc, à partir du moment où les électrons vont plus vite, la fréquence est supérieure. Et donc, on a exactement, si tu veux, c'est le même principe que les ondes de radio. Hein, on a toute une longueur d'onde, et puis à un certain moment, on a des longueurs fixes avec des chaînes qui émettent sur ces longueurs fixes. Eh bien, je préfère, moi, parler, plutôt que de plans parallèles, ou etc., de parler de fréquences vibratoires. Et donc, la troisième a une certaine fréquence vibratoire, avec une matière donc, qui correspond, dont la densité correspond à cette fréquence vibratoire. Et puis au-dessus, on a une fréquence vibratoire qui s'est stabilisée dans une certaine vibratoire et qui donne de la matière de quatrième dimension. Mais c'est toujours de la matière avec des noyaux, avec des électrons. La seule différence, c'est que ça tourne plus vite. Ça tourne plus vite. Et cinquième dimension, la fréquence est encore supérieure. La fréquence est supérieure. Est-ce que ça change le paysage? Bien sûr. Parce que bien sûr. L'on voit. Bien sûr, c'est-à-dire que la fréquence vibratoire du minéral, du végétal et animal est adaptée à la quatrième vibration. Et le jour où nous, avec notre véhicule, nous irons en quatrième dimension, obligatoirement, il faudra
que la fréquence vibratoire de notre corps change. C'est-à-dire que si notre fréquence vibratoire des molécules, des atomes qui constituent notre corps ne change pas, on restera en troisième. Il est indispensable, si on veut aller en quatrième dimension ou en cinquième dimension avec notre véhicule, que notre fréquence vibratoire change. Et il est dit dans la tradition que pour passer, par exemple, de notre plan au plan neutre, ou pour passer du plan neutre à la quatrième, où il est nécessaire de passer par l'intermédiaire de ce que l'on appelle une porte de passage. Qu'est-ce qu'une porte de passage? C'est un endroit où il y a des champs cosmiques et telluriques qui influencent sur la fréquence vibratoire de notre corps. Si on prend par exemple, il y a une histoire qui est célèbre, c'est l'histoire du bossu d'Amsterdam, où il n'est pas passé dans une fréquence supérieure, mais il a changé de temps. Il est passé dans un autre temps. Bien, le temps, c'est la même chose. Le temps, c'est une fréquence vibratoire différente. Ça fait partie toujours des ondes courtes, si tu veux. Ça ne fait pas partie de la quatrième avec les ondes moyennes ou la FM pour la cinquième, si je peux me permettre d'avoir cette image-là. Mais dans notre fréquence vibratoire, il y a aussi des fréquences différentes qui sont relatives au temps. Et donc, on peut voyager au sein d'une dimension comme celle de la troisième, dans le temps, en changeant aussi de fréquence vibratoire. Il faut lire ce que le bossu d'Amsterdam, qui est raconté par Raymond Bernard dans l'un de ses ouvrages, où il raconte que le bossu s'est retrouvé à une autre époque que la nôtre. Il a retrouvé des personnages qui vivaient à cette époque-là, etc. Et lui-même avait changé donc de fréquence vibratoire. Je sais que c'est un petit peu complexe et difficile à comprendre, mais... Non, la comparaison avec les ondes radio me plaît parce que quand on change, par exemple, Europe numéro 1, on entend une émission. Si on passe sur sur Radio Monte Carlo, on entend une autre émission. Exactement. Donc, de passer d'une dimension à l'autre, notre cerveau va capter d'autres choses. Tout à fait. Alors, c'est ça, en fait. Tout à fait. Des choses intéressantes, plus subtiles. Oui, ce sera des fréquences vibratoires différentes. D'accord. Bon, je comprends mieux, là. Eh bien, écoute, tant mieux. Tant mieux. Y a-t-il d'autres questions? Anna? Alors, attends, Anna, si tu permets, il y a Michel qui avait levé la main avant toi, donc je vais donner la parole à Michel et je te redonnerai la main, Anna. Michel? Oui, Anna peut passer avant moi, c'est pas un souci. Comme tu veux. Anna, qu'elle passe et je passe derrière Anna. Anna, ton micro. Anna, mets ton micro. Ça y est, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, je voulais juste compléter par rapport à ce qu'avait dit tout à l'heure Michel, la différence entre les plans et les dimensions. Il y a une très ancienne représentation en Chine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces boules d'ivoire qui sont taillées en fait dans la masse et qui sont indépendantes les unes des autres, qui tournent. Vous avez jusqu'à 10 paires qui sont taillées par l'artisan dans la masse, mais de manière à pouvoir bouger. Est-ce que vous avez déjà vu? Elle s'appelle les boules de Wang, je n'ai pas le nom exact. Pinyin. Et ça, c'est la représentation. Ce sont les pinyin. Pardon? Pinyin. Voilà. P-I-N-Y-I-N. Pinyin. Voilà. Alors, dans un même espace, on va dire, il y a jusqu'à 10 plans imbriqués. Et là, effectivement, je trouve que l'image de la longueur d'onde radio, c'est la meilleure que l'on puisse donner, parce que c'est exactement comme ça se passe pour les médiums, c'est-à-dire qu'on est branché sur une certaine longueur d'onde, qui va être par exemple Radio Monte Carlo, et un autre médium sera branché sur une autre source, qui va être RTL. C'est exactement comme ça que ça se passe, mais ça peut être le même lieu, c'est ça qui paraît étrange, c'est-à-dire qu'un même lieu, on parlait tout à l'heure de paysage. Il y a également, en plus du bossu d'Amsterdam, une démonstration, enfin du moins une histoire qui est très connue. C'est l'aventure qui est arrivée à 2 Anglaises au Trianon à Versailles, Miss Moberley et Miss Jourdain, qui pendant un temps assez long, c'est une expérience extraordinaire parce qu'elle a duré longtemps,
se sont trouvés dans un paysage différent avec des personnages différents alors que c'était le même lieu. Hein, c'est un peu donc l'illustration de nos fameuses boules chinoises. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Anna. Michel, donc tu as la parole. Voilà. Je voudrais revenir sur la notion des vibrations. Aujourd'hui, on est suivi par une naturopathe qui utilise un appareil qui s'appelle HomeScan et qui permet de scanner tous les organes du corps, en sachant que chaque organe a une fréquence différente. Donc cet appareil est capable de déterminer si on a le cœur, le foie, les intestins, l'estomac, différents, puisque chaque organe ayant des fréquences différentes, donc l'appareil l'analyse et permet de savoir si on est malade ou si on n'est pas malade. Ça, c'est la première chose. Et je pense que les notions de plan qu'on peut avoir, auxquelles on peut se référer, c'est le passage dans l'au-delà. L'au-delà, c'est un plan qui existe, disons pour nous, hein, après chacun sa croyance, et c'est une histoire d'une vibration qui est différente par rapport à notre vibration terrestre. Donc, et il semblerait que ces deux plans, voire les plusieurs plans, puisqu'il y a plusieurs plans qui sont derrière, s'interpénètrent les uns aux autres. Et c'est pour ça que les médiums peuvent capter des choses. Les défunts, en fait, les défunts, ils sont dans un autre plan. Ils existent, ils vivent leur vie comme nous, on vit la nôtre, mais sur un plan différent. Et c'est vraiment une histoire de vibration qui est différente. Alors, le passage de la 4e, voire de la 5e dimension, c'est qu'un ajustement de nos vibrations à nous, en fonction de notre évolution, de notre âme. Et puis quand elle décide de partir, elle s'en va de l'autre côté. Et peut-être que par rapport au travail que l'on fait ici, à un moment, on passera effectivement dans la 4e et voire dans la 5e. Après, il nous faudra certainement quelques siècles avant de passer la 6e et la 7e. Voilà. Merci Michel. Ce que je pourrais dire sur cette question-là, il y a parfois une confusion entre ce que l'on appelle les plans matériels et les plans spirituels. C'est-à-dire que, pareil, en ce qui concerne les dimensions, on parle de 3e, 4e, 5e, 7e dimension. Il semblerait que pour une galaxie donnée, il y ait des plans matériels dont le nombre peut être variable et qui dépend de la formation de la galaxie. En ce qui concerne la Voie lactée, il semblerait qu'en ce qui concerne les plans matériels, il y en ait 7. C'est-à-dire que ce sont des plans matériels qui sont constitués, comme je le disais tout à l'heure, avec des neutrons, des protons, des électrons, qui tournent à des vitesses variables. Voilà. Mais au-delà de ces plans, il y a les plans hors de la matière et hors du temps. Et ce que tu citais tout à l'heure, et nos frères, les pilotes et puis l'escadrille des Invisibles nous l'ont bien précisé, ils ne sont pas, eux, dans un plan matière. Ils sont hors du temps et ils sont hors de la matière. Donc ils ne sont pas sur des plans parallèles du tout. Et en ce qui concerne les plans spirituels, d'après les informations que je peux avoir transmises par les Pléiadiens et autres, il y a un nombre incommensurable, je ne sais pas combien, mais les Pléiadiens parlaient du plan 126e plan, mais qui sont des plans non pas matière, qui sont des plans spirituels. Donc il semblerait qu'avant de rejoindre la source, l'être qui a atteint un certain niveau, puis on en parle ce soir, puisque c'est le sujet de la visioconférence de ce soir, même si on atteint à l'illumination, c'est-à-dire si on transcende le temps et l'espace, si on arrive à reconnecter l'âme personnalité avec l'âme énergie, on n'a plus besoin de s'incarner dans la matière, mais avant de retourner à la source, il y a encore de nombreuses étapes avant de retrouver et de réintégrer la source. Je sais que certains
certaines informations qu'on a, il parlait de 12e, 15e, 20e, même jusqu'à 200e dimension, mais qui sont des dimensions spirituelles. Donc il faut bien faire le distinguo entre les dimensions matérielles, il semblerait qu'il n'y en ait que 7 dans notre galaxie, et ensuite toutes les autres dimensions qui sont des dimensions spirituelles. Voilà, quelques précisions, je ne sais pas si ça te parle, Michel. Oui, tout à fait. Merci. En sachant qu'on peut aller aussi vivre sur les autres galaxies, donc dans les autres... oui, dans d'autres galaxies. Système galactique, quoi. Oui, mais je pense que dans certaines galaxies, il peut y avoir 12 plans matériels, alors que la nôtre, il semblerait qu'il n'y en ait que 7. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on observe notre galaxie, la Voie lactée, on voit qu'il y a 7 branches. Donc il semblerait qu'il y ait eu, au cours de l'évolution, de la formation de notre galaxie, 7 explosions majeures qui a formé les différentes matières. Donc la forme des galaxies, le nombre de branches nous donne une image du nombre, de la potentialité de nombre de plans matériels. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, parce que c'est quand même pas simple. Non, ça va. Merci. Voilà. Anna, il y a encore la main levée, je ne sais pas si... Ton micro, Anna. Alors j'ai oublié simplement quelque chose qui revient dans les textes anciens, les textes sacrés, c'est que les 7 chakras de notre corps seraient chacun en relation avec un des corps dont tu parlais. Tout à fait. Tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui. Bien. Alors, en attendant que vous prépariez d'autres questions, moi je voudrais vous rappeler ce que disent les veilleurs dans Urbatan. Donc eux-mêmes sont parvenus à transcender le temps et l'espace, donc ils n'ont pas de véhicules matériels comme nous en avons, comme les Pléiadiens en ont, comme les reptiliens en ont, comme un certain nombre de nos frères et sœurs de l'espace ont des véhicules biologiques, eux n'en ont pas. Par contre, quand ils ont pris la décision de revenir pour collaborer avec les Américains, vous savez à la suite de quels événements ils ont pris cette décision-là, c'était parce qu'il y avait eu une collaboration entre des extraterrestres nocifs et les nazis, que ces extraterrestres essayaient de transmettre aux nazis des informations très précieuses sur l'énergie libre et sur l'antigravitation. C'est à ce moment-là que les veilleurs, un certain nombre d'habitants d'Urbatan, ont pris la grave décision de créer un véhicule de façon à incorporer ce véhicule. Ce véhicule, on le connaît, il est dans la théorie ufologique les grands blancs, et que ça leur a permis, avec ce véhicule, d'interagir avec l'armée américaine et de faire des transferts de technologie. Ils nous ont dit, par exemple, que le GPS, qui a des utilisations très intéressantes du point de vue civil aussi, parce qu'ils ont essayé de transmettre des technologies avant tout civiles. Les contacts et les échanges se seraient faits à partir de la base américaine de 51, je crois qu'on en a déjà longuement parlé. Cette base se situe à 160 km au nord-ouest de Las Vegas, et vous savez que c'est une base américaine qui est classée top secret, secret défense par l'US Air Force, et donc les grands blancs sont encore, d'après les informations qui nous ont été transmises, mais ils ont suspendu les transferts technologiques momentanément pour l'instant. Voilà, c'est un rappel, puisque ça on en a déjà longuement parlé. Est-ce que vous avez d'autres questions qui peuvent tourner autour de cette présence physique des veilleurs sur notre planète ?
Alors, ils nous ont dit donc qu'ils étaient, j'en ai parlé tout à l'heure, les initiateurs de la construction de notre véhicule, mais aussi, et ça c'est un point qui est excessivement important et qui est en relation avec l'exposé de ce soir, qui sommes-nous, d'où venons-nous, ils sont les gardiens de la tradition primordiale. Et ça, c'est un point important. Non seulement ils sont les initiateurs du projet Terre, les initiateurs de la construction du véhicule que nous occupons, mais ils sont aussi les gardiens de la tradition, c'est-à-dire, qu'est-ce que la tradition? Vous le savez, je pense tous maintenant, ce sont toutes les voies qui conduisent à la réintégration ou à l'éveil. Donc, à ce titre-là, en tant que gardien de la tradition, en tant que responsables des voies traditionnelles qui mènent à l'éveil, ils sont très très bien placés pour nous expliquer d'où nous sommes, qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Donc, d'où nous venons, alors ça ils nous l'ont dit, nous sommes des êtres très expérimentés. Quand ils ont proposé le projet Terre, qui était un projet excessivement difficile puisqu'il se basait sur des critères nouveaux. Je rappelle les 3 critères qui sont les bases de notre expérience. C'est le libre arbitre, qui n'existe nulle part ailleurs que sur notre planète, qui était une expérience nouvelle. Le libre arbitre, où chacun pouvait dominer les autres et puis que chacun pouvait se laisser dominer. Le deuxième critère, c'est que quand nous incarnons un véhicule, on ne se rappelle pas des vies antérieures que nous avons pu avoir, que ce soit avant cette expérience-là ou au cours de cette expérience sur la planète Terre. Et le troisième critère, c'est qu'ils ont décidé qu'il n'y aurait pas d'interaction entre nous et nos frères et sœurs de l'espace, ce qui est un cas unique aussi, puisque en général, sur les autres planètes, il y a des échanges culturels, commerciaux, très fréquents et courants entre les différents peuples qui vivent au sein des univers. Donc c'était 3 critères très très difficiles, et comme c'était très difficile, ils ont fait appel à des âmes, personnalités qui avaient déjà une très très longue expérience de la vie dans les univers pour participer à cette expérience-là. Donc, voilà notre origine. Quel est le but? Alors, voilà, qui nous sommes et où nous allons. Le but de cette expérience-là, eh bien, on l'a déjà évoqué, mais je vais le réévoquer à nouveau, c'est d'accélérer le processus de l'ascension et de la réalisation. C'est-à-dire que, alors qu'il faut un temps excessivement long, habituellement, pour les autres êtres sur les planètes, les veilleurs ont essayé de proposer à des âmes expérimentées d'accélérer le processus, par une expérience certainement très difficile, mais le but c'est d'accélérer le processus de la réintégration. En général, il faut des centaines de milliers d'années et de millions d'années pour donc de vie au sein des univers matériels pour pouvoir atteindre à l'illumination, alors que nous, on nous a offert une expérience qui nous permet d'accélérer. Mais, je dirais, le revers de la médaille, c'est que cette expérience particulièrement difficile nous a entraînés d'une part dans une chute de dimension, d'autre part dans des difficultés relativement importantes qui entraînent aussi des souffrances. C'est-à-dire que nous souffrons probablement beaucoup plus que d'autres peuples au sein de l'univers, mais ça a été notre acceptation de vivre cette expérience-là dans ce but d'accélérer. Voilà, donc le but, et le but ultime, bien sûr, c'est celui de la réintégration. Voilà, Caroline, tu as relevé la main. Oui, pardon, je ne voudrais pas prendre la parole si d'autres personnes veulent poser des questions. Non, tu es la seule. Par rapport au karma, est-ce que quand on sera, je ne sais pas si tu as, moi j'ai pas dans au Badin, je ne me souviens pas qu'ils en parlent. Donc, tu parlais de réincarnation là. A priori, quand tu es impacté par le karma, tu te réincarnes jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau, suffisamment satisfaisant. Est-ce qu'on va, si on est passé en 5e, est-ce qu'on va quand même continuer à se réincarner à ce moment-là? Est-ce qu'on se réincarne en 4e ou est-ce qu'on va se réincarner en 5e? Ça, c'est une question. La deuxième,
À propos de l'espace de 3 jours dont tout le monde parle, enfin, dont j'ai entendu parler dans plein de livres, est-ce que c'est ça ton plan neutre, la fameuse période qu'il va y avoir entre la 4e et la 5e, qui sera peut-être pas de 3 jours, d'ailleurs on dit 3 jours parce qu'il faut bien dire quelque chose, ou pendant lequel tout s'arrêtera, nos corps s'arrêtent, nos fonctions vitales s'arrêteront, etc., pour permettre justement de passer en 5e dimension. Est-ce que tu confirmes cette théorie ou est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors voilà, c'est une question en ce qui concerne les 3 jours qui a déjà été évoquée. Et les veilleurs, oui, dans Urbatan, il me semble, ont donné une réponse à ces 3 jours. En réalité, ça ne se passe pas de cette façon-là. Les 3 jours en général, c'est en effet lors du passage d'une dimension à l'autre, selon certaines sources d'information, il y aurait 3 jours, soit de nuit, soit de jour. C'est-à-dire qu'il y a des explications qui disent qu'à ce moment-là, la planète s'arrêterait de tourner, ce qui expliquerait pendant 3 jours, ce qui expliquerait la nuit de 3 jours, et certains qui vivraient des jours de 3 jours. Mais d'après les veilleurs, non, ça ne se passe absolument pas de cette façon-là, ça ne dure pas 3 jours, ils expliquent très très bien, il faudrait que tu relises Urbatan. Je me souviens plus. Oui, il faut relire plusieurs fois ce genre d'ouvrage, hein. Mais moi je l'ai lu un nombre incommensurable de fois, j'ai dû déjà le lire 10 ou 12 fois, donc c'est vrai que, et puis en plus j'ai posé des questions, donc ça m'est plus facile de me rappeler. Non, ils disent que le passage dans une dimension, c'est pas au cours de ces 3 jours-là, le passage se fait, c'est comme si on rentrait progressivement dans le sommeil, et puis au réveil, progressivement, on va rentrer dans une certaine somnolence, dans un certain sommeil, et au moment du réveil, eh bien, on va avoir la surprise de voir un autre paysage, de voir d'autres choses. Et ça se passera de la manière la plus simple qui soit. Hein, c'est-à-dire qu'on changera... Oui. C'est ce qu'ils expliquent. J'ai tout le temps envie de dormir en ce moment. Tu crois que je suis en train de passer en 5e dimension? Bah écoute, c'est la chose que je peux te souhaiter. Hein. Rappelle-moi ta première question, parce que tu avais une première question. Sur le karma, quand oui. On va se réincarner. Alors, si on est passé en 5e, est-ce qu'on se réincarne quand même ou est-ce qu'on essayait, c'est super Caroline, d'après les veilleurs, et ça, bon, non seulement d'après les veilleurs, mais ça, dans les ordres traditionnels, nous apprenons tout ça et nous le savons, la loi de karma, il y a des lois universelles, et la loi de karma fait partie de ces lois universelles. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas parvenu à ce que l'on appelle les noces alchimiques, c'est-à-dire la fusion entre l'âme personnalité et l'âme énergie, au cours de ce que la tradition primordiale appelle les noces alchimiques, et au cours de cette fusion-là, tu deviens un maître ascensionné. Donc j'en ai parlé au cours de l'exposé tout à l'heure. Ce maître ascensionné, ça peut être un Rose-Croix, s'il a suivi la voie rosicrucienne, mais ça peut être aussi un maître cosmique, si tu as suivi une autre voie, etc. Mais à partir du moment où l'être a réussi cette fusion au cours des noces alchimiques, il a rompu la roue de la réincarnation. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de se réincarner dans quelque plan matériel que ce soit, pour pouvoir poursuivre son évolution. Alors, il va poursuivre son évolution, mais sur des plans hors matière et hors du temps. C'est ce que je parlais tout à l'heure sur les autres plans, qui ne sont plus des plans matière, c'est-à-dire que les maîtres cosmiques, les réalisés, les Rose-Croix, vont continuer d'évoluer, mais sur des plans spirituels, plus sur des plans matériels. Mais tant que nous, qui n'avons pas atteint cet état-là, nous continueront de nous réincarner. Et les réincarnations peuvent se faire en 3e, en 4e, en 5e, en 6e ou en 7e dimension. La réincarnation peut se faire, mais tu peux atteindre l'illumination en 3e. Tu peux atteindre l'illumination au cours de cette vie-ci. Il y a des êtres réalisés, je ne veux pas me vanter, mais j'ai connu un être qui est aujourd'hui, qui s'est réalisé dans cette 3e dimension. Il s'est réellement réalisé dans la 3e dimension. Mais il y en a d'autres qui se réalisent dans la 4e, dans la 5e, etc.
C'est le parcours de chacun. Il y a des êtres qui vivent actuellement en 7e dimension. C'est le cas de Shamae qui dirige la ville souterraine de Bronze, on en a parlé, ou d'Aisnae qui dirige la cité de Gobai. Et ce sont des êtres qui vivent en 7e dimension. Ils ont des véhicules qui ont déjà plusieurs centaines de milliers d'années. Ils disent qu'ils vont vivre encore dans le même corps des centaines de milliers d'années. Et eux, ils sont en 7e dimension, ils ne sont pas encore réalisés. Mais ils ne participent pas à l'expérience comme la nôtre. C'est pour ça que nous sommes des êtres, on nous appelle les kamikazes de l'espace, parce qu'on a accepté de vivre une expérience excessivement difficile que beaucoup d'esprits au sein des univers n'ont pas accepté. Ainazé, Shamae, les habitants d'Urbatan, les habitants de Gobai ou de Bronze, eux ne participent pas à l'expérience qui est la nôtre. Et les Pléiadiens nous disent, vous êtes des âmes personnalités très particulières. Vu d'après eux, nous sommes des kamikazes. On a accepté quelque chose de très difficile. Super, on est alors content. ça nous fait peut-être une belle jambe, mais n'empêche qu'on galère, c'est sûr, on galère. Merci Claude. Mais je t'en prie, Caroline. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Michel. Oui, alors j'ai encore une question un peu bizarre. La Terre est peuplée de nombreuses personnes et la population de la Terre double pratiquement tous les 10-15 ans. Mais d'où viennent ces âmes qui finalement s'incarnent sur Terre? Alors, le nombre d'âmes ne se mesure pas au nombre d'âmes actuellement incarnées dans la 3e dimension. Je pense que tu le comprends. Et je pense que tu as compris en fonction des explications que nous avons données tout à l'heure qu'il peut y avoir des âmes qui sont incarnées aussi en une autre période que la nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui vivent à d'autres périodes, c'est-à-dire qui expérimentent dans la matière à une autre période. Il y a des êtres aussi qui vivent en 4e dimension, avec différentes périodes aussi, 5e, etc. Donc l'ensemble de l'humanité, le nombre d'âmes, c'est la globalité de l'ensemble. Et c'est vrai que aujourd'hui, il est dit que beaucoup d'âmes se sont incarnées à notre période actuellement, qui est la période de la parousie, on en a aussi parlé, qui est une période très exceptionnelle, parce que ces âmes voulaient vivre à cette période-ci très particulière, parce que des opportunités sont réellement offertes aux âmes dans cette période-ci. C'est vrai que nous vivons un moment difficile, on risque de le voir dans les années qui viennent, mais c'est aussi une période assez exceptionnelle parce qu'elle offre des opportunités. Quelles opportunités? Eh bien, de passer ce qui n'a pas été donné dans le passé, dans les époques passées, de passer dans des fréquences vibratoires supérieures, et même pour un certain nombre d'êtres qui le souhaitent, de pouvoir se réaliser. Au cours de cette période-ci, au cours de la période de la parousie, les êtres peuvent se réaliser de manière beaucoup plus simple et de manière beaucoup plus rapide que ce n'a été le cas dans le passé. Donc c'est une période exceptionnelle. Et donc en ce qui concerne le nombre d'âmes, il faut considérer la globalité. Et il est dit que ce nombre va aller en diminuant. Les prospectives, une fois cette période passée, le nombre d'âmes incarnées en 3e dimension va diminuer de manière relativement importante. D'après ce qui est dit, on le verra bien. On le verra bien. D'accord. Alors il y a des âmes aussi, d'après certaines informations qui sont données par nos frères de l'espace, il y a des âmes aussi qui viennent quand même d'autres galaxies pour participer à cet événement exceptionnel. Alors, quel pourcentage, je ne sais pas trop, mais il semblerait qu'il y ait quand même des âmes qui ont l'autorisation de venir vivre ce moment très particulier en préparation, parce que
cette période-ci est quand même très 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 exceptionnelle, donc il y a des âmes qui veulent la vivre, qui savent très très bien qu'elles ne passeront pas en 4e ni en 5e, mais qui veulent vivre ce temps et qui sont venus avec nous durant cette période-ci. D'après ce qui est dit, hein, je ne garantis pas que c'est la vérité. D'accord. Bien. D'autres questions? Alors, dans mon exposé, je vous ai parlé du collège sacré. Alors, le collège sacré, il y a 2 organisations importantes qui sont le Haut Conseil qui s'occupe de l'évolution matérielle de l'humanité, et il y a le collège sacré qui lui assume la fonction de gardien de la tradition. C'est-à-dire que les veilleurs nous l'ont dit, ils sont les gardiens de la tradition. Mais au même titre qu'ils ont envoyé sur le plan matériel des habitants d'Urbatan qui se sont créés un corps et qui sont venus interagir avec l'armée américaine pour essayer de maintenir un équilibre matériel, de même, au sein du collège sacré, il y a le responsable de ce collège sacré porte le titre de sublime. Donc, rappelez-vous ce terme, parce que je pense que dans le futur, vous aurez l'occasion d'entendre parler de cet être exceptionnel qui dirige le collège sacré, et cette personne est aussi un des habitants d'Urbatan qui assure la responsabilité de la tradition primordiale au sein de notre humanité, et c'est aussi un envoyé d'Urbatan. Donc vous vous rendez compte que tant sur le plan matériel que spirituel, nous avons quand même, et ça doit quand même nous rassurer, nous avons la bienveillance d'être hautement évolués, qui nous aident tant sur le plan matériel que spirituel, et c'est là où nous devons garder une grande confiance dans l'avenir, parce que nous ne sommes pas seuls, même si les apparences, surtout les apparences actuelles, pourraient nous laisser croire que nous sommes dans le chaos, que nous sommes dans l'anarchie. Non, nous sommes dans l'expérience dont certains êtres incarnés ont besoin, que vous n'avez pas obligatoirement besoin, mais que certains êtres incarnés, de par le karma, tout à l'heure quelqu'un parlait du karma, le karma c'est ça, c'est l'expérience que certains êtres ont besoin de vivre pour pouvoir évoluer. Donc ça, il ne faut pas que vous vous attachiez trop aux apparences actuelles, mais que vous gardiez cette confiance profonde que tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, nous avons des êtres hautement évolués qui veillent à notre bien-être, je dirais. Voilà. D'autres questions ? Pascal a levé la main. Alors, Oui. Alors, là, moi, j'ai un problème. Ah, Pascal, voilà, oui, voilà, c'est revenu. Voilà. Pascal, tu as la parole. Oui, donc tu as parlé de l'illumination. Et donc, si j'ai bien compris, donc c'est une fusion entre notre âme personnalité et là, le moi supérieur, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça. Oui. Donc pour cela, il faut suivre si j'ai bien compris aussi, il y a plusieurs chemins spirituels possibles. Et donc, est-ce que ça veut dire que actuellement, si on n'a pas un chemin spirituel précis, on ne peut pas atteindre l'illumination? Ça, je voulais savoir, quelle voie faut suivre, si y a des conseils à nous donner par rapport à ça.
Oui, alors Pascal, c'est une excellente question. Parce qu'en effet, j'ai parlé de voix traditionnelles et autres, etc. Et si tu as lu Urbatan, si tu ne l'as pas lu, je te le conseille vraiment, parce que c'est vraiment une question que j'ai posée aux veilleurs. Quelle est la voix pour chaque personne ? Ce n'est pas obligatoirement de faire... bon, il y a des voix traditionnelles comme l'alchimie, par exemple. Il y a la voix traditionnelle... Qui peut être représentée par d'autres techniques. Mais la réponse des veilleurs a été la suivante, et je crois que cette réponse est réellement fondamentale. Chaque personne a sa propre voix, et la voix de chaque personne est à rechercher dans ce qu'elle aime le plus faire dans la vie. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu es très attiré par les soins aux autres, je ne sais pas si c'est ta voix ou si ce n'est pas ta voix, mais si tu es attiré par le soin aux autres, ben voilà, c'est ta voix, celle d'aider les autres en les soignant. Alors, il y en a qui sont attirés par les arts. Si tu aimes peindre, si tu aimes transmettre tes impressions au travers de la peinture, ben ça va être peut-être une voie artistique pour toi. Mais il n'y a pas besoin que ce soit l'une des 12 voies rosicruciennes dont j'ai parlé tout à l'heure pour arriver à l'illumination. Chacun peut arriver à l'illumination par la voie qui lui est propre. Et cette voie propre est à rechercher dans ce qu'il aime le plus faire. Et ça, je te remercie de poser cette question parce que c'est réellement une question fondamentale. D'accord, merci pour la réponse en tout cas. Merci, parce que c'est vrai que je m'interrogeais s'il faut suivre quelque chose de particulier pour se réaliser, parce que c'est quand même le but ultime. Donc voilà, donc merci beaucoup pour la réponse. Et au final, on s'aperçoit que c'est plutôt simple. S'il faut faire ce qu'on aime. Voilà, c'est de suivre ce que l'on aime, bien sûr, et bien sûr qui est en harmonie avec ce que l'on appelle le moi profond. C'est-à-dire que tu dois ressentir au fond de toi, au fond de ton être, que c'est ça que tu aimes faire. Voilà, alors je rappelle que Anna Caranta, et je demanderai à Anna de le confirmer, vous a proposé à tous, nous sommes 21 là ce soir, donc on est quand même relativement nombreux, plus que d'habitude. Anna a proposé à ce que vous la contactiez pour qu'elle vous aide à trouver justement cette voie. Parce que c'est vrai que trouver sa voie, c'est dans la vie quelque chose qui est assez fondamental, parce que c'est cette voie-là qui va vous mener à la réalisation de l'être. Donc Anna, si tu peux prendre la parole et puis donner peut-être un peu plus d'indications sur la proposition que tu as déjà faite. Oui, alors il existe effectivement plusieurs voies qui peuvent nous éclairer sur ce qu'on va appeler notre chemin de vie. Il y a une voie, bien sûr très connue, qui est la voie astrologique, c'est-à-dire que pour chacun d'entre nous, au moment précis de notre incarnation, nous sommes sous des influences planétaires très particulières. Ça forme un dessin, un schéma. Si vous avez déjà vu des cartes du ciel astrologique, il paraît assez complexe. Et en fait, le travail de l'astrologue, c'est de décoder tous ces symboles et les filtres au travers desquels ils passent. Par exemple, une planète est une énergie. Une planète dans un signe du zodiaque, c'est une énergie avec une sorte de filtre de couleur qu'on peut interpréter. Et il y a donc un moyen déjà de mieux comprendre le potentiel avec lequel on est arrivé, du moins dans la présente incarnation. Ça, c'est important. Il y a d'autres voies comme la numérologie. En fait, il y en a pas mal. En croisant certaines techniques, on arrive à, on va dire, englober des pistes, un chemin de vie où, en général, la personne, le consultant, se reconnaît. C'est ça qui est très important. C'est que ça parle à la personne, un peu comme tu as dit tout à l'heure, notre chemin de vie va correspondre à ce que nous aimons le plus. Et quand en général on arrive à le définir au travers d'un travail comme l'astrologie ou la numérologie, etc., la personne vibre très fort avec en disant voilà, ça me parle, ça me touche. Ce qui serait le signe qu'on est dans la bonne piste. Alors après, on va dire qu'on s'incarne tous avec un potentiel, c'est-à-dire une proposition, et le libre arbitre intervient. On est libre de choisir certaines opportunités ou de les refuser, ce qui peut modifier un destin, le rendre parfois aussi plus difficile.
si on refuse des pistes en fait qui nous correspondent. Ce qu'on a vu souvent, peut-être moins à l'époque actuelle, mais dans des générations précédentes, où les gens suivaient une voie parce que la famille voulait beaucoup les orienter vers cette voie. Tu feras tel métier parce que dans ta famille, c'est la tradition. Il y avait beaucoup plus de contraintes à une certaine époque. Il y en a moins aujourd'hui. Alors, je ne dirais pas que ça facilite les choses, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent être aussi perdus parce que justement, il n'y a pas tellement de pistes proposées. Mais bon, je pense qu'on peut faire un travail par rapport à ça. C'est ce que j'avais proposé à l'issue de notre un peu plus d'une année de rencontres mensuelles autour du travail de l'escadrille, parce qu'il y a tout de même beaucoup de questions dans ce sens. Et voilà, si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Donc effectivement, il vous suffira d'envoyer à mon adresse mail. J'ai besoin de vos coordonnées natales, et puis on rentrera en contact à ce moment-là pour faire un petit travail ensemble. Voilà la proposition. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci infiniment. Merci Anna. Merci. Avant de clore, je voudrais vous rappeler que la période que nous vivons actuellement est une période charnière et que c'est une période qui est excessivement importante. Dans les textes anciens, on parle de cette période comme celui de la parousie. La parousie, qu'est-ce que c'est? C'est un peu le temps de l'Apocalypse, c'est-à-dire celui de la révélation, mais c'est aussi, c'est un point qui est excessivement important, c'est le temps du choix. C'est-à-dire que c'est une période où il est fondamental que chaque être humain se détermine dans le chemin qu'il souhaite parcourir au cours de ses incarnations futures. Et aujourd'hui, il y a 3 chemins qui se présentent à l'humanité. Le premier chemin, c'est celui de poursuivre ses incarnations dans une 3e dimension, ici ou ailleurs, ce qui est tout à fait possible. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui souhaitent rester dans une 3e dimension. La deuxième option, c'est celle, on en a parlé déjà très longuement au cours de nos visioconférences, c'est de s'élever dans une fréquence vibratoire supérieure. Donc les veilleurs nous ont dit comment ça se passait, on en a parlé tout à l'heure aussi en parlant des 3 jours. Et la 3e option, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est la possibilité en cette période très particulière d'atteindre à l'illumination, c'est-à-dire de se réaliser. Donc chacun doit bien s'auto-déterminer lui-même qu'est-ce qu'il veut au cours de cette période-ci. Rester dans une 3e, passer dans une fréquence supérieure, ou bien, excusez-moi, j'ai perdu, voilà, j'avais perdu la vision, j'ai dû appuyer par inadvertance sur mon ordinateur. Donc voilà la période du choix que nous avons actuellement. Alors, vous savez, dans Urbatan, et ça m'a beaucoup étonné, que les veilleurs nous ont dit qu'il y a encore une possibilité que l'intégralité de l'humanité puisse passer dans les dimensions supérieures et que ceci sera évalué par leurs soins au cours de l'année 2025. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire si l'intégralité de l'humanité passe dans la 4e dimension, selon, on en a déjà parlé aussi, le principe du 100e singe, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un seuil critique qui soit atteint pour que l'intégralité de l'humanité soit entraînée dans cette dimension-ci, ou bien si une partie de l'humanité restera dans cette 3e dimension et vivra la décadence et probablement la chute de notre civilisation. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je crois qu'il ne faut pas trop épiloguer sur cette question-là. Je rappelle néanmoins que nos frères atlantes et lémuriens nous ont dit qu'ils ont déjà vécu une telle période, celui de la disparition de leur civilisation, que ce soit la civilisation atlante ou la civilisation lémurienne. Voilà. Avez-vous encore des questions ou pas? Sinon, je vais clore sur Pascal qui a levé la main. Merci à Pascal. Ouvre ton micro et
pose ta question. Voilà. Oui, alors je suis en train de mettre la caméra. Alors je crois qu'on... Ouais, je sais pas, on ne voit pas, mais bon, je pense que vous m'entendez. Oui, on t'entend, Pascal. Vous m'entendez? Oui. Alors, en fait, je ne sais pas si vous pouvez répondre. C'est parce qu'en fait, il y a des théories qui disent qu'en final, la Terre, elle ne serait pas ronde, elle serait plate. Et j'aurais bien voulu avoir vos points de vue par rapport à ça. Qu'est-ce que vous ont dit les veilleurs par rapport à ça? Bah écoute, les veilleurs, oui, on a parlé de la question, mais j'avoue que j'ai pas du tout évoqué avec eux la question de la Terre plate parce que je pensais que c'était très 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 largement dépassé. Je pense que beaucoup parmi nous ont fait le tour du monde. On est parti à l'ouest et on est rentré par l'est. Donc je pense pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le fait que la Terre est ronde. Mais aujourd'hui, on est plus à débattre non pas si la Terre est plate ou ronde, on est plus à débattre de savoir si la Terre est creuse. Et selon les veilleurs, la Terre, en effet, devrait être creuse et il existerait des ouvertures polaires nord et sud. J'ai même écrit tout un ouvrage sur la question de la Terre creuse en développant du point de vue scientifique comment cela est possible, tout au moins en ce qui concerne les étoiles qui seraient creuses. J'ai développé ces recherches que j'ai effectuées il y a maintenant une cinquantaine d'années. J'ai fait des recherches sur la gravité. Ces recherches sur la gravité m'ont amené à comprendre la structure du milieu cosmique, et cette structure du milieu cosmique m'ont permis, en étudiant l'interaction entre le milieu, la matière et l'antimatière, de savoir que l'antimatière se cachait en fin de compte au cœur des étoiles. C'est une grande notion en astrophysique où les scientifiques, les astrophysiciens cherchent à savoir où est disparue l'antimatière. Eh bien, mes travaux m'ont amené à comprendre qu'elle n'est pas disparue, mais qu'elle se cache au cœur des étoiles. Et à partir de ces travaux scientifiques, j'ai émis l'hypothèse, et ce n'est qu'une hypothèse, parce que autant j'ai une quasi-certitude que les étoiles sont bien creuses, il y a beaucoup d'observations qui vont dans ce sens-là. Je ne vais pas vous refaire une visioconférence sur ce sujet-là, je l'ai déjà faite. Mais en ce qui concerne la Terre, il y a aussi une certaine probabilité, et je rappelle que les Pléiadiens l'affirment, les veilleurs l'affirment aussi, que la Terre est bien creuse. J'ai écrit tout un ouvrage là-dessus qui s'appelle La Terre creuse. J'ai raconté pas mal d'aventures, de synchronicité de la vie que j'ai vécues autour de ce sujet, de ce thème-là. Voilà. Mais là, je ne pense pas que la Terre soit plate. Et donc, pardon. D'accord. Donc ça veut dire que dans la Terre creuse, il y a ce qu'on appelle les intraterrestres, ceux qui vivent dans la Terre creuse. Il y aurait, alors, on parle d'intraterrestres pour ceux qui habitent les cités intraterrestres qui se trouvent au sein de l'écorce terrestre, et on appelle les maîtres du continent intérieur ceux qui habitent le continent intérieur. C'est-à-dire que on peut dire que ce sont des intraterrestres, bien sûr, à partir du moment où ils habiteraient, on va le mettre quand même au conditionnel, hein, à partir du moment où ils habiteraient sur un continent intérieur auquel on peut accéder par l'intermédiaire des ouvertures polaires. Donc, en effet. Mais il y aurait donc une civilisation à l'intérieur du continent, et il y aura ensuite les habitants des 120 cités intraterrestres qui sont dans des fréquences vibratoires supérieures à la nôtre, mais au sein de l'écorce terrestre. Il y a Telos, au niveau du mont Shasta. En France, nous avons 3 cités intraterrestres. Il y en a une sous la ville de Toulouse, il y en a une autre sous le mont Bugarache, et il y en a une ici en Provence. Voilà, c'est un sujet qui est passionnant, mais j'ai fait toute une visioconférence sur ces thèmes-là. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et qu'est-ce qui fait que donc on peut pas rentrer nous dans les parce qu'on n'est pas dans la même dimension, on peut pas rentrer dans si.
Alors, pour rentrer dans les cités intraterrestres qui sont au sein de l'écorce terrestre, mais qui sont en 5e dimension, il est indispensable d'y accéder par l'intermédiaire de ce que l'on appelle des portes-passages, c'est-à-dire qu'il faut changer de fréquence vibratoire. Par contre, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à l'amiral Byrd, il le raconte, l'amiral Byrd est quand même très très connu, c'est un amiral américain qui aurait été reçu par les habitants du continent intérieur. Il le raconte, il y a les carnets de l'amiral Byrd, il y a aussi un pêcheur, Olaf Janssen, qui lui serait allé aussi au sein du continent intérieur, mais dans la 3e dimension, par l'intermédiaire des ouvertures polaires. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, amiral Byrd ou pêcheur Olaf Janssen, serait rentré à l'intérieur du continent par l'intermédiaire des ouvertures polaires nord. Mais il y en a une aussi au sud. Et comme je le racontais lors de ma visioconférence sur la Terre creuse, il y avait un voyage organisé par Steve Curry, par un Américain, pour aller à la recherche de l'ouverture polaire nord. Il avait affrété un brise-glace nucléaire russe, le Yamal, pour aller explorer cette ouverture polaire nord. Malheureusement, il est décédé très 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 rapidement et le voyage a été annulé, donc toutes les recherches ont été annulées. Donc pour l'instant, aucune certitude, des hypothèses seulement. Et j'ai une dernière question, tu as parlé d'antimatière. Est-ce que l'antimatière, c'est la fréquence d'amour? Est-ce que c'est avec Alors, l'antimatière, selon les scientifiques, les astrophysiciens, c'est ce qui est indispensable pour créer la matière. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir création de matière sans qu'il y ait son opposé. C'est-à-dire que la matière ne peut pas naître du néant. Il a fallu, et ça tous les astrophysiciens, tous les physiciens quantiques et autres sont d'accord sur cette question-là, à l'origine, l'univers n'a pu que se créer qu'à partir d'une masse de matière et d'antimatière. Et c'est en fin de compte le principe du yin et du yang. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir une énergie qu'à partir du moment où il y a l'énergie contraire. Donc la matière, selon les astrophysiciens, n'a pu prendre naissance au sein de notre univers, pour le créer, que s'il y avait une quantité identique d'antimatière. Et donc c'est sur cette base et à partir de cette conviction que les astrophysiciens sont partis à la recherche de l'antimatière au sein de l'univers. Alors il y a toute l'histoire scientifique des recherches de l'antimatière, elles ont commencé au début du XXe siècle. Le premier qui a émis l'hypothèse sur l'antimatière, c'était Dirac, il me semble, qui a émis l'hypothèse qu'il existait la contrepartie positive de l'électron. L'électron, c'est une particule qui a une charge électrique négative, et lui a émis l'hypothèse que il devait nécessairement exister une particule qu'il a appelée le positon, qui avait une charge électrique opposée, donc positive. Il a d'ailleurs eu le prix Nobel pour ses travaux sur cette question fondamentale, et ce n'est que plus tard, alors qu'il avait déjà eu le prix Nobel, que l'on a découvert, en effet, dans le rayonnement cosmique, ces particules que l'on appelle les positons. Donc, il y a eu toute une démarche de recherche scientifique sur l'antimatière. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, il est relativement long, jusqu'au jour, aujourd'hui, où nos scientifiques au sein du CERN sont capables de produire de l'antimatière. Ils ont produit les premières particules d'antihydrogène au sein du cyclotron. Donc, on sait ce qu'est l'antimatière. C'est l'inverse de la matière. Voilà. Et une dernière question. Et qu'est-ce qui est à l'origine de la création de l'antimatière? Qu'est-ce qu'il y a avant, en fait? Ah, ça c'est la bonne question. La question, c'est absolument impossible de répondre à cette question, puisque je dirais qu'il y a des choses qui, du point où nous sommes, sont incompréhensibles. Et que je dirais, pour que nous les comprenions, il faudra que nous prenions le chemin du retour à la source.
Et c'est probablement le jour où nous aurons réintégré la source que nous pourrons comprendre ce qu'est en fin de compte que nous appelons Dieu ou le grand constructeur, ou l'énergie primordiale. Qu'est-ce que cette énergie primordiale dont nous serions une particule, une parcelle? Je rappelle que selon les veilleurs, et ça va être ma conclusion, que sommes-nous? Nous sommes une partie de cette énergie primordiale. Donc, c'est pour comprendre et répondre à ta question, eh bien, je pense qu'il faudra encore un certain temps et qu'on ne peut pas, du point où nous sommes, arriver à percer même, je dirais, la pensée du grand constructeur, ce qu'il est, ce que nous sommes nous-mêmes, si nous sommes, comme le disent les veilleurs, des parcelles de cette énergie primordiale. Voilà. Alors, merci beaucoup, merci pour toutes les réponses. Merci à toi, Pascal, pour cette question qui est intéressante. Et donc, je voudrais... il y a encore 2 questions. Pascal. Bon, Oui. C'est bon pour moi. Oui. Il y a Michel. Bon, une question toute simple. Est-ce qu'il y a un soleil dans l'intra-terre? Alors, d'après les informations que j'ai, oui, il y a... Et d'après les informations qui ont été transmises par l'amiral Byrd, par le pêcheur norvégien Olaf Jensen, oui, il y a un soleil, mais à la différence d'une autre, il est fixe. Il est fixe en partie centrale, et s'il existe, c'est un soleil antimatière. C'est-à-dire qu'il est constitué d'antimatière, et il y a entre ce soleil constitué d'antimatière et la partie matière un isolant, parce que les deux, bien sûr, s'ils entraient en contact, ça ferait une déflagration énorme, ça ne pourrait pas vivre. Il y a obligatoirement un isolant. Et c'est justement le rôle du milieu cosmique, de cette énergie cosmique, de faire isolant entre la matière et l'antimatière. Voilà, il y a un équilibre qui est trouvé grâce à cette énergie. Et donc, il y a un soleil qui est fixe, mais il y a aussi, je crois, dans Telos Adama qui le décrit. On a beaucoup de descriptions de ce soleil central au centre de la Terre. On a pas mal de descriptions. Tu peux faire des recherches à ce sujet, Michel. Ok, merci beaucoup. Bien, écoutez, moi en clôture de cette visioconférence, nous sommes déjà on va atteindre presque les 2 heures là. En clôture, j'aimerais vous rappeler la synthèse que j'ai proposée aux veilleurs sur la question de qui nous sommes et leurs réponses qui figurent dans le livre Urobatan que je vous conseille de relire pour ceux qui l'ont ou de lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Voilà ce que j'ai fait, une synthèse de ce que j'avais compris de leur explication. Je vous redonne la synthèse que j'avais faite à l'époque. Si je reprends vos explications sur l'âme, appelée aussi parfois esprit, vous nous dites que celle-ci est une parcelle de l'océan d'énergie primordiale, communément appelée Dieu ou grand constructeur. Qu'en s'individualisant, cette goutte de lumière acquiert une conscience au travers des expériences dans la matière. Ces expériences conduisent l'âme personnalité à s'unir de manière définitive à l'âme énergie au cours de ce que la tradition nomme noces alchimiques et vient enrichir les connaissances partagées au sein de l'océan d'énergie primordiale. Et je leur avais posé la question, cette compréhension permet de comprendre que nous sommes tous des parcelles de la divinité et donc des frères et sœurs en expérimentation dans un mouvement ascendant de retour vers la source. J'ai demandé aux veilleurs si je les avais compris et voici leur réponse. Vous avez bien saisi le sens de nos explications qui nous semblent suffisantes. Libre à chacun d'en faire une base de réflexion et de méditation, car ce thème représente la voie vers l'illumination. Là, vous avez une clé, réfléchissez bien sur cette notion que les veilleurs nous ont transmise. Donc, je vous invite à bien réfléchir, à bien méditer sur cette réponse aux questions
fondamentales, donc qui étaient les bases de cette dernière visioconférence. En méditant sur ce thème, peut-être que vous découvrirez quelle est votre voie personnelle vers ce but ultime qu'est l'illumination. Et bien sûr, je souhaite à chacun d'en faire le but de cette vie-ci, ou tout au moins de la prochaine vie, tout au moins le temps proche, de façon à rompre cette roue de la réincarnation qui n'est pas toujours agréable, et de profiter de ces temps exceptionnels que nous vivons et qui est donc le temps de la parousie. Je vous remercie à tous et j'espère que vous méditerez et que vous réécouterez. Je passerai l'intégralité, sauf le début que je n'ai pas enregistré, mais je repasserai donc l'exposé que vous avez eu et j'ai 1h34 d'enregistrement. Donc pas maintenant, mais un peu plus tard, réécoutez. Excuse-moi. Tu as une main levée, Anne-Marie. Anne-Marie. Et après on arrête. Anne-Marie, ouvre ton micro. Non, mais vous pouvez continuer. Anne-Marie. Oui, ça y est, j'ai le micro branché, vous m'entendez? Oui, vas-y, Anne-Marie. Vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi, c'est un peu tard, mais j'ai entendu, je crois avoir bien entendu, tu as parlé d'une cité intra-terre sous la ville de Toulouse. C'est ce qui est dit, il y aurait une vie qui originerait de l'ancienne civilisation atlante. Il y aurait 2-3 cités en France, d'après ce que je sais, mais je ne sais pas tout. Disons que les synchronicités de la vie m'ont fait rencontrer des gens, etc. Donc il y aurait une ville atlante, d'origine atlante, sous la ville de Toulouse, en effet. Il y aurait une ville atlante sous le mont Bugarache. Mais il faut le mettre au conditionnel. Je n'y suis jamais allé, donc je n'ai pas de certitude. Ça n'a rien de scientifique. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Raymond Spinozzi, qui habitait pas loin de chez moi, en Provence, et qui m'a fait connaître, il m'a même montré une vidéo qu'il avait prise de l'intérieur de la cité, qui s'appelle Androsmeda. C'est une cité, mais qui, elle, ne serait pas d'origine atlante, elle serait d'origine lémurienne, et qui occupe toute une partie de la Provence sous un mont qu'on appelle le Petit Bessillon. Voilà, on a fait pas mal d'excursions dans le coin, mais jamais je n'ai vu de... Il y a des gens qui ont vu des soucoupes volantes se dématérialiser quand même au-dessus de ce mont, mais c'est à peu près les seules choses. Raymond Spinozzi m'a montré d'ailleurs une magnifique photo d'un ovni qu'il a fait au sud du lac Sainte-Croix. Donc il y a quand même pas mal de choses autour de cette cité d'Androsmeda. D'accord. Bon, par rapport à Toulouse, on n'a pas possibilité d'avoir d'autres informations, si tu veux, d'autres renseignements. J'habite Toulouse, c'est pour ça que ça... Ah d'accord, tu es intéressé. Mais il faut chercher, investiguer, demander les synchronicités de la vie qui te permettent de rencontrer des gens qui vont peut-être te guider. Fais appel à... je ne sais pas si tu fais partie de l'escadrille de l'invisible. Oui, tout à fait. Oui, écoute, essaie de collaborer avec ton binôme pour qu'il te transmette des informations ou qu'il t'aide à des synchronicités qui te permettront d'aller un petit peu plus loin dans un domaine qui t'interpelle. C'est vrai que ce sont des sujets intéressants. Et je ne te cache pas que moi-même, je serais très, 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 très intéressé, puisqu'il est dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il devrait y avoir au cours de cette année 2024 les premiers contacts, mais de manière très, très privée, je dirais il n'y en aura pas beaucoup, mais il devrait y avoir des contacts avec justement les Atlantes. Alors tu es bien placé là, Joël. Oui, non, c'est Anne-Marie, pardon. Tu es bien placé. C'est Joël ou Anne-Marie, je ne sais plus. Peu importe. C'est bien Anne-Marie. Donc tu es bien placé en effet pour, pourquoi pas, qui sait, rencontrer un habitant de la cité atlantéenne qui se trouve sur la ville de Toulouse. Pourquoi pas? Oui. J'ai contacté Anna, mais je ne sais pas, peut-être mon mail s'est un peu perdu dans le flot des mails qu'elle reçoit peut-être. Et justement à ce sujet, par rapport aussi aux propositions que tu nous avais fait, Anna, pour nous aider pour trouver notre voie,
Et je voulais savoir quel délai tu mettais pour répondre aux mails, si tu veux, parce que je m'inquiétais un petit peu, justement, me demandant si tu avais reçu ou pas. Oui, non, alors, faut pas vous inquiéter, ceux qui ont eu la gentillesse de déjà me demander, il y en a déjà une bonne liste. J'ai été un petit peu submergée et je commence à m'y atteler ce week-end, donc vous aurez une réponse très rapide. D'accord. Okay. Voilà, ça va se décanter, vous inquiétez oui, pas. N'oublie pas, Anna, que tu as un travail important à faire, qui est l'édition aussi du 2e tome pour les pilotes. Oui, mais j'ai contacté notre éditrice ce matin. Très bien. Elle attend le manuscrit. D'accord. D'accord. Mais a priori, elle est plutôt favorable? Je pense que oui, ça devrait... Oui, ça les intéresse, bien sûr. Oui, comme la suite logique, finalement, de l'aventure de l'escadrille. Alors, ce serait bien que ce soit... Et ce sera les éditions du 7? Pardon? Ce sera les éditions du 7? Il est normal qu'on le propose aux éditions du 7. Après, bon, il faut voir si les éditions, c'est dans leur ligne éditoriale pour le moment. Hein. Ça, après, il y a on va dire des contraintes économiques et techniques que nous, on ne maîtrise pas. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, écoutez, c'est une belle aventure, en tout cas. Oui, on vous tiendra au courant, de toute façon. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bien, je vous informerai de la date de la journée mondiale du livre. Si certains parmi vous sont intéressés, j'enverrai les coordonnées de connexion. Bon, malheureusement, ça devrait se faire dans un après-midi. J'ai noté que ce serait le jeudi 18 à 16h. Le jeudi 18 à 16h. Bon, ça va peut-être pas favoriser grandement tout le monde. Je ne sais pas, Anna, si toi, tu feras ou pas une présentation de tes ouvrages. J'ai été contactée par Calista. Oui, d'accord. On doit faire un point lundi. D'accord, donc il se pourrait que tu fasses aussi une présentation de tes ouvrages. Enfin, je ne sais pas si je conviens dans son objectif, on verra. D'accord, donc je vous informerai, je vous enverrai un mail là, pour vous le dire. Voilà, merci, vous avez été donc 21 à participer, c'est bien, merci à tous, et puis trouvez bien votre voie, voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Au revoir. Il y avait juste une dernière question. Oui. Une dernière question. Vas-y. Je voulais savoir, qu'est-ce qui va se passer, parce que si j'ai bien compris, il n'y aura plus les conférences en visio, donc ça sera quoi la suite alors, par rapport à l'escadrille, tout ça, c'est... Alors, l'escadrille, ce qui a été dit, c'est que l'escadrille, de toute façon, continue sa mission, telle qu'elle a été définie au départ. Il y aura certainement donc un travail qui nous sera proposé. L'escadrille a demandé donc on fait un temps d'arrêt, déjà pour recueillir la somme de toutes les questions-réponses qui ont été réalisées donc au cours de nos, je ne sais plus combien, visioconférences qui viennent de s'achever. Mais il y aura une suite, ne vous inquiétez pas. Là, on va déjà travailler pour ceux qui le désirent sur le cheminement personnel, mais je sais qu'il y aura de nouveaux contacts puisqu'ils m'en ont déjà parlé. Je ne peux pas vous dire quand, par contre. Là, le temps n'est pas défini. C'est peut-être par rapport aux événements qui nous entourent. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été aussi fidèles pendant plus d'une année à ces visioconférences du fond du cœur. Je vous souhaite surtout un excellent épanouissement, le bonheur et surtout la joie de vivre, même si la période est difficile, ayez la joie dans votre cœur et surtout qu'elle rayonne au travers vous, dans tout votre environnement, avec tous ceux avec qui vous partagez vos expériences de vie. Voilà. Merci infiniment. Bonne continuation. Merci à vous tous. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Bon chemin à tous. Merci, merci. Merci. C'est là ta sœur? Bon chemin à vous. Je crois bye pas. bye. Au revoir. Je vais couper le micro.